messieurs, on a affaire cette fois-ci à des scoreurs, des joueurs emblématiques, et des joueurs qui ont voulu se faire voir surtout par leur talent, mais aussi par autre chose que leur talent. Concrètement, deux hommes majeurs qui ont quand même bouleversé le sens de leur équipe, notamment d'un homme qu'on va appeler Gilbert Arenas, l'agent zéro, qui a remis sur la carte une équipe que Jordan avait pris début 2000, où peu de gens avaient compris pourquoi il allait là-bas. Mais Gilbert Arenas nous a montré concrètement ce qu'il en était. Une équipe maudite que je l'appelle l'équipe maudite. Mais c'est des magiciens, tu veux quoi? Et en face, on a affaire à un monsieur de la génération Iverson, Kobe et consorts, qui a un des plus grands gâchis pour moi. Qui a concrètement émerveillé le playground new-yorkais. Qui a crossé Tony Parker. C'est pas très compliqué. Surtout début de carrière. Qu'il le fait quasiment tomber ou je sais plus, incroyable. Appelé Stephen Marbury, Starbury pour les intimes. Les intimes. Comme dirait l'autre dans le Tiécar. Non, même partout. Vous direz quoi d'abord par rapport à ces deux gars? Qu'est-ce qui vous rappelle en fait? Spectaculaire. Pas forcément au sens qu'on l'entend quand on parle de basket, au niveau dunk, là c'était vraiment spectaculaire, mais chacun avec leur style. Marbury plus dans le cross, plus dans le drive, le dribble, et Arenas dans le shoot. Pour moi, c'est Stephen Curry, c'est l'enfant de Gilbert Arenas. Moi, je veux dire, c'était vraiment là où j'ai commencé à avoir des shoots à 1 mètre de la ligne, de n'importe où. Il shoot aussi de l'autre côté du terrain, il me semble, à un moment où, sans élan, où le panier rentre, des choses incroyables, quoi. Mais toi, les mots qui te viennent à l'esprit, c'est spectaculaire. Moi, c'est gâchis. Parce que on avait face à nous, je sais pas, peut-être c'est exagéré, mais peut-être 2 joueurs all-time. Stephen Marbury, Gilbert Arenas dans leur style. Ouais. Stephen Marbury, c'est un peu effectivement cette draft bénigne des années 96 avec Allen Iverson, avec Kobe, et il amène avec lui la street de New York. Donc tu vois, la mec du basket. Il y avait lui et Raphaël Alston. Ouais. N1. Yeah. Faudra en parler de ça un jour. Meneur des Raptors et également des Rockets par la suite. Quel malade. Et pour le coup, c'est que lui, il nous ramène un peu sa street comme Allen Iverson. Mais c'est un gâchis. C'est un gâchis parce qu'il aurait pu tellement mieux faire, il aurait pu tellement marquer des générations. Et comme Gilbert Arenas, alors lui, c'est plus pour les blessures, malheureusement, il se blesse gravement en 2007. C'est là où je parle de la malédiction, ça me rappelle John Wall, moi. C'est pour ça. Ouais. C'est dans le sens où, en fait, dès qu'ils ont un moment où la franchise commence à prendre de l'élan, qu'ils commencent à construire quelque chose, leur meneur se pète. C'est incroyable. Leur franchise se pète et après, il retrouvera plus son niveau et il montait en puissance, il allait atteindre son prime et on est là face à 2 vrais gâchis, quoi, de la NBA. Et quand même dire que ces deux-là, c'est pas la même chose. Marbury arrive avec un statut de star. Ouais. Gilbert Arenas arrive de très loin. Très loin. C'est quelqu'un qui n'est pas prédestiné à avoir cette carrière. 31e pick de draft. Par les Warriors. Deuxième tour. Par les Warriors à la base en plus. Ouais, c'est ça. Les Warriors début 2000 qui étaient, on va dire, assez nuls. Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi la NBA avant 2015. Les Warriors, c'était pas incroyable. Il y a eu Ron CMC, il y a eu un moment Baron Davis à la Alors Gilbert Arenas, il a été drafté été 2001 par les Warriors, 31e choix de draft, 2e tour. Il finit la première année avec 10 points par match quand même. Et dès la deuxième année, monsieur gagne, pour une surprise pour beaucoup quand même, le titre de MIP, meilleure progression de l'année au cours de la saison 2002-2003, avec 18 points par match. Il gagne 8 points. Il gagne 8 points par match. C'est énorme. C'est énorme. Plus 8 au scoring. Non, c'est énorme, vraiment, mais c'est vraiment énorme. Et 6 passes décisives. Bon, il se prépare déjà à devenir un meneur scoreur, il faut le dire. Et 1,5 steals, donc interception. Il faut savoir que Gilbert Arenas était quand même assez performant au niveau des interceptions. Et concrètement, on voit déjà un joueur qui est quand même pétri de talent. Alors les Warriors ont voulu le prolonger, Gilbert Arenas en question. Malheureusement, ils ne pouvaient pas le faire et matcher l'offre des Wizards qui lui ont offert été 2003 $60 millions sur 6 ans. Donc c'était quand même un très très beau transfert à l'époque. Ouais. Alors comme il sort du 2e tour à l'époque, il y a eu la règle Arenas qui est sortie. Samuel, tu en connais un petit peu par rapport à ça ou on va se taire, non? Pas trop ça. Bon, en tout cas, pour continuer là-dessus, moi je pensais que t'étais bien parti vu comment t'avais l'air de checker, t'avais l'air chaud. J'ai suivi le côté vraiment basketteur, mais le côté sur ce contrat-là, je m'en souviens. Pas trop. En tout cas, les Warriors n'ont pas pu matcher. Ils n'ont pas pu signer, ou ça je me rappelle qu'ils n'ont pas pu signer et qui va à Washington un peu, on s'y attend pas au départ, quoi. On se dit que c'est un transfert. C'est ça. C'est un transfert, c'est bien pour lui, mais pour nous, on a d'autres personnes à regarder que Gilbert Arenas en ce moment, on est d'accord. C'était pas à ce moment-là que ça m'intéresse. Par contre, après,
C'est Par quelque contre, chose. après, c'est là où tout monte. Alors, il forme un duo avec Larry Hughes en tant que c'est les arrières les plus prolifiques de la ligue au cours de la saison 2005-2006. Hein. Quand même, au niveau des chiffres, c'est quand même 2005-2006, il est à 29,3 sur 2 saisons. Il a pris 10 points encore. Il est stratosphérique. Moi, j'ai une anecdote. Quand je faisais du basket, quand j'étais petit, on était tous un peu bêtes. On s'entraînait à dunker, à sauter le mec qui saute le plus haut pour essayer de toucher l'arceau et tout. Il y a un jour, notre entraîneur nous vient nous voir et il nous dit allez regarder l'interview de Gilbert Arenas qui venait de sortir. Et en fait, il expliquait qu'à l'époque, lui, quand tous les gamins de son quartier s'entraînaient à dunker, il shootait à 3 points. ah ouais. Et il disait que lui, il en avait rien à foutre de ne pas savoir dunker. Son but, c'était de mettre des 3 points. Et il s'entraînait toute la journée sur le terrain à shooter à 3 points, pendant que les autres étaient comme des débiles à essayer de dunker pour ressembler à Michael Jordan. Alors, Carter. À Vince Carter, c'était ça. Alors moi, la différence que j'ai par rapport à Gilbert Arenas, c'est t'as parlé de Steph Curry tout à l'heure. T'as parlé de Steph Curry, comme quoi oui, c'était Steph Curry avant l'heure. Moi, je dirais par rapport à Gilbert, certes Curry à 3 points, il y a pas de souci. La technique de shoot de Curry est unique par rapport à Gilbert, mais Gilbert avait une capacité à créer son shoot pour moi que Steph Curry n'a pas forcément encore aujourd'hui. Et en plus de ça, il avait ce côté aussi. Que ce soit même à ils avaient, en fait, c'est dans le sens où ils avaient ce côté. Je ferme les yeux, je shoot, j'ai l'impression que la balle va rentrer. Oui, ça sur ça, il y a de la similarité. C'est ça qui était fou. On est d'accord. Là-dessus, il y a de la similarité. Steph Curry, quand même, il arrive à se créer ses propres shoots. Il a un handle exceptionnel. Mais c'est sûr Ça- qu'en tout cas, comparé à Stephen plus aujourd'hui Marbury, Curry qu'avant. comparé à Ouais, Stephen voilà. Marbury, c'est vraiment deux profils complètement différents, Mais opposés. hein. On est d'accord. On est dans le Gilbert Arenas, dans le. Mis à part leur goût pour les armes à feu. Ça, on va en Non, parler. mais non, après, on va en parler. Et puis même ça, Marbury, c'est quand même pas. Ah, mais de toute façon, c'est la descente aux enfers pour Gilbert Arenas. Donc là, j'ai dit tout à l'heure 2008, mais c'est 2006-2007 où il se blesse gravement au genou. Puis après, il revient, il joue que 13 rencontres la saison d'après. Ouais. La saison d'après, on retrouve des armes à feu quand même. Ouais. Bon, Dans le vestiaire. avant de parler de ça, il y a faut quand même parler il y a de quand les même- années où ils vont en playoff. il y a quand même des voilà. Oui, mais ouais, ce qu'il faut dire, quand c'est même. que ce qu'il faut dire, c'est que quand même, c'est une descente aux enfers Oui. pour Gilbert Arenas et avec on parlera après, mais une fin de carrière vraiment dans Très, l'anonymat l'anonymat. total et très compliqué. Et quoi. c'est vraiment dommage. Ah, moi, C'est j'ai vraiment souffert. dommage. Moi, j'ai gâchis. souffert, je dis la vérité, j'ai souffert. Si on bifurque sur Stephen Marbury, parce qu'il faut quand même le faire, monsieur draft en 96, quatrième choix de draft, rapidement placé comme étant l'un des meilleurs de cette draft 96, légendaire, encore une fois, on le redira jamais assez. Mais il a déjà cette réputation d'ingérable un peu. Et il finit deuxième au classement des rookies de l'année, derrière un certain Allen Iverson, à qui il y aura donc une certaine concurrence, une certaine rivalité. Et en effet, il est drafté par les Bucks, Ouais. et il a été échangé Contre immédiatement Ray Allen. contre Ray Allen, qui lui a été tradé par les Wolves, Minnesota. en échange avec donc Ray Allen. À votre avis, qui a regretté le plus l'autre? Eh ben, c'est Stephen Marbury. Ça s'est rapidement vu au niveau du visage. Je sais pas si vous, Ouais. certains qui ont, Ouais. Et quelle franchise a le plus regretté? qui, ça a été compliqué. Ah, c'est compliqué. Et les Bucks ont bien fait de le mettre dehors, je Oui, crois. Oui, je pense aussi. Alors, il faut quand même dire, Stephen Marbury, rapidement, il a voulu être le leader de l'équipe. Le duo qui était de suite mis en place, c'était Kevin Garnett et Stephen Marbury, qui étaient donc les têtes majeures de cette franchise. Quelle déception. Au final, Vraiment. un duo qui aurait pu faire des Vraiment. choses incroyables. Bien sûr. Trade deadline 98. Moi, j'étais prêt à vibrer. Hein. Il est échangé. Je m'en fous de Minnesota, mais j'aurais pu regarder des matchs d'eux De toute façon, tous les jours. hein. on était Facile. parti sur le meneur. Le meneur, le pivot. Enfin, le meneur Meneur à l'intérieur. intérieur. Meneur intérieur. vraiment. Le Magic L'axe, Abdul-Jabbar, voilà. Exact. le Hardaway O'Neal. Là, ça aurait pu être. Même Hardaway, Morning avec après oui, le après, hit, bien sûr. il y a C'était vraiment le. manière, dans cette NBA, il fallait un meneur, enfin en tout cas un arrière emblématique avec, excusez-moi, un intérieur qui à son tour était dominant. C'est ça. Et concrètement, Minnesota partait dans cette dynamique. Cette optique-là, Et ouais. Marbury a cassé justement ce schéma en disant clairement qu'il s'ennuie aux Wolves. Alors ça a été la version officielle, mais officieusement on le sait tous. Qu'est-ce qu'il est parti foutre dans le Minnesota? c'est pas de sa faute, je sais, ça. mais Ça, je c'est veux pas dire, de sa faute. Marbury dans le Minnesota. Après, j'ai envie de dire à Milwaukee, dans le c'est- Wisconsin. Le mec, c'est un enfant de New York et il va C'est dans Wisconsin, mais l'Amérique profonde. De toute manière, Minnesota, concrètement, quoi, messieurs, c'est un loup, réveillez-vous. le logo, quoi. On parle de professionnels. Minnesota était une jeune franchise et ils ont donné un salaire à Kevin Garnett sur la table. Je crois Bah oui, mais c'est pour le garder. Pas le Et choix. c'est normal, il faut le faire. Pas le choix. Ils sont pas attractifs, donc il faut trouver des moyens pour pouvoir retenir les joueurs. Et Stephen Marbury, après ce contrat, on dirait officieusement qu'il a rapidement été un petit peu jaloux de la prédominance de Kevin Garnett. Garnett a plusieurs fois essayé de le retenir en termes de franchise, mais il a été tradé en échange de Terrell Brandon, un échange à plusieurs équipes. Il part sur la côte des Lumières, Et des il étoiles. part en effet aux Nets, et aux Nets, il fait concrètement, c'est les meilleurs stats de sa carrière. Ah, Phoenix aussi, non? Il a des stats équivalentes un peu, hein. Phoenix, il est pas mal, hein, sur les stats.
attends. C'est Phoenix sur les stats, il me semble. Déjà, revient sur les Nets déjà. Ouais, sur les Nets déjà. Sur les Nets, c'est là où c'est sa période phare pour le coup. Il a en moyenne sur ces 3 saisons, il est à 23 points. Stephen Marbury, c'est lui qui prépare un peu cette équipe qui va ensuite, à son départ, disputer 2 finales de playoffs consécutivement. Ah bah après, il y a le trade avec Jason Kidd, qui là vraiment change l'image de la franchise. Bien sûr, Jason Kidd évidemment qui est sûrement, moi étant fan des Nets, je peux vous le dire, le meilleur joueur de l'histoire des Nets, des New Jersey Nets en l'occurrence. Kevin Durant arrive. Tu peux le dire. Maintenant Kevin Durant et Kyrie Irving. On n'en est pas là. C'est Brooklyn, t'as raison, donc des New Jersey Nets. Des New Jersey Nets, je parle. Effectivement, c'est Jason Kidd qui a marqué l'histoire. Mais Stephen Marbury aussi, ça lui a fait du bien. En plus, son retour au pays. Retour aux sources pour le coup. Alors c'est pas New York, c'est dans le New Jersey, mais quand même. Il est de Brooklyn, notre manière en plus. Il est de Brooklyn. Voilà, c'était New Jersey. Et pour le coup, il est vraiment, c'est identitairement, c'est quand même une valeur forte. Les Nets avaient besoin de ça, avaient besoin vraiment de cette image. Tout à fait. Et ils ont encore une fois réussi à construire cette équipe qui va ensuite dominer d'une certaine manière la conférence Est. Avec Stephen Marbury qui va contribuer quand ils font quand même 2 finales de suite de playoffs. Mais Marbury n'est plus là. C'est ce que je te dis, c'est qu'il prépare cette équipe justement à ce qu'elle mais malheureusement, j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui, une fois qu'il part de la franchise va loin. C'est ça. Ce qui se passe après à Phoenix. C'est surtout ça que je veux dire. C'est surtout ça que je veux dire. C'est que Marbury, en effet, quitte les Nets en 2001 pour Jason Kidd avec le fameux échange. Les Nets vont en finale. Et les Nets vont en finale NBA par la suite. Quand il quitte Phoenix. Et Nash arrive. Mais il est quand même performant avec Phoenix. Moi, j'ai 22, il a 20 points, 8 passes D. Dans 2002-2003. 22 points, 8 passes D en 2000-2003. Vous comparez à chaque fois, vous comparez 2 styles qui sont totalement différents entre Stephen Marbury et Jason Kidd. Et puis ensuite, Stephen Marbury et Steve Nash. Les 2 joueurs, Steve Nash et Jason Kidd, se ressemblent beaucoup. C'est quand même des joueurs qui font plus briller le collectif plutôt qu'eux-mêmes, alors que Stephen Marbury, il y a un côté très Allen Iverson là-dedans. Mais malheureusement, contrairement à Iverson, il n'a pas ce côté scoring à te mettre 50 points dans la tronche. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais Marbury est quand même efficace au niveau du scoring. Il y a l'échec Team USA aussi en même temps. On en parlera après. En tout cas, il y a plus, en effet, dans plusieurs saisons, Stephen Marbury finit avec 20 points, 7, 8 passes D. Oui, c'est pas mal. En jouant meneur et c'est intéressant. C'est pas mal. Avec des pourcentages au shoot qui sont quand même pertinents. Alors, on se souvient. Moi, j'ai un souvenir de croqueur. Pour Stephen Marbury, on lui disait, en fait, vous pouvez pas dire croqueur quand vous le voyez faire 8 passes D là. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. En fait, très affilié à la street, entre guillemets. Dès que quelqu'un croquait, on lui disait Stephen Marbury. Voilà, c'est facile, c'est facile. Il est là à essayer de briller, c'est normal. En fait, il faisait des choses qui étaient inutiles dans le sens du jeu, où il lisait mal le jeu parfois, où il avait pas besoin de faire ce dribble-là, pas besoin de faire ça, et il le faisait pour le côté style, et ça ne servait pas forcément. Parce qu'il est déjà dribbleur de nature avec les grands New-Yorkais. Il a pas épuré son jeu. Après, contrairement à Alston, Marbury, ça a quand même été plus. Voilà. Pourquoi tu mentionnes même cet individu? Il n'y a pas besoin d'être mentionné ici, on parle de grands joueurs. De gens street, il a quand même réussi à montrer plus de choses en NBA. Mais après, comme je dis, c'est qu'il y avait beaucoup de choses inutiles dans son jeu qu'il n'a pas réussi à enlever avec le temps. Alors, on a bien dit, Stephen Marbury, sa période en termes de stats où il est très performant, c'est justement aux Nets et bien entendu aux Suns de Phoenix avec cette fameuse série 2003 où il marque lors du match 3 le game winner face aux Spurs lors des playoffs 2003, premier tour, et avec un joueur qui a beaucoup souffert et qui l'a plus souvent reconnu, c'est Tony Parker face à Stephen Marbury, où ça a été très compliqué. Ça allait vite. Il finit. Alors, vous avez des points de palmarès majeurs pour la part de joueurs, puisque pour ce début de carrière, moi Marbury, il est 2 fois All-Star seulement. 2001-2003. Et il est 2 fois dans la. C'est très peu. Non, c'est très peu, trop peu. C'est très peu pour un joueur de son talent, je suis d'accord. Et c'est aussi 2 sélections dans le All-NBA Third Team. C'est ça, 3e team 2000 et 2003. Justement, après, il y avait de la concurrence, hein. Oui. C'était pas des manchots à côté, c'est quelque chose. Il y avait du niveau, hein. À l'époque, la main, je trouve que c'est quand même un poste où de n'importe quelle génération, il y a toujours eu du beau monde. Que ça soit maintenant, que ça soit il y a 10 ans ou il y a 20 ans, même à l'époque de Magic ou autre, ça a toujours été un poste où il y a eu du beau monde, alors qu'il y a les big men, il y a des périodes un peu où c'est un peu le creux, hein. Ouais, non, et même arrière et meneur, c'est quand même des postes où il y a toujours eu des bons joueurs. Alors Marbury, on a bien compris que sa saison 2002-2003 avec Phoenix était très intéressante, mais par rapport à Gilbert Arenas, c'est lors de la saison 2004-2005 jusqu'à la saison 2006-2007 où ses statistiques sont exceptionnelles. On revient là-dessus. Il y a le foot j'ai du 25 points par match, du 29 points par match au cours de la saison 2005-2006 et du 28 points par match lors de la saison 2006-2007. Il se blesse. Oui, se blesse en effet avant les playoffs.
avant les playoffs, C'était là, pas très l'année où loin il devait faire quelque sur chose. Gérald Wallace, Avec cette le- fameuse blessure. Avec le trio Caron Butler, Et Anton Arenas, Anton Jamison. Anton Jamison Et de la c'est là qu'il peinture. devait se passer quelque chose. Exactement. C'est Après, il faut quand même dire que les Wizards sont cassés la figure face à LeBron James qui a commencé à faire ses premiers faits d'armes en playoff Et- face aux C'est Wizards ça, il de les Gilbert bat au premier Arenas. tour l'année d'avant. C'est ça. Et Est-ce là- que vous vous souvenez de la scène? Tu te souviens de la scène là où Gilbert Arenas est au lancer franc et t'as LeBron James qui vient le voir et qui lui dit si tu rates ces 2 lancers francs, vous perdez le match. Mm. Et il les rate. Je vois que, Mais bon, pour moi, je vois, Gilbert Arenas a des meilleures stats la saison d'avant, mais pour moi, c'est vraiment la saison 2006-2007 où je le trouve énorme. Ouais. Parce qu'avec le trio, il y avait Caron Butler qui est un super joueur aussi. Oncle Butler, hein, qui est le parrain de l'enfant de Dwayne Wade. C'est vrai? Oui, Caron Butler? il était à Miami quand Wade arrive en. Oui, bien sûr, en 2003. Quand Wade arrive, Saison c'est Caron 2003. Butler qui le prend sous son aile et qui est le parrain de son fils. D'accord. Donc Caron Butler, C'est pour Anton l'info. Jamison et du coup Gilbert Arenas, c'était pour moi le trio. Non, c'était le trio. C'était un trio un peu ghetto, un peu sombre. C'était Non, ça non, mais jouait au il y basket, avait- mais ça voulait salir l'adversaire. Avec leur coach, C'était quelque Eddie chose. Jordan, C'est ça. clair de peau si vous vous souvenez, un peu avec des grands yeux Et clairs. Arenas enchaîne les matchs à 50 points. Hein. Il y a un match contre les Non, non, Lakers, oui, il me oui. semble. Ah, Mais ouais. c'est son top, hein. Ouais, ouais. Aux Lakers, hein. C'est son C'est un top. match hein. à 50 et À Los Angeles. C'est pas 60 et quelques contre les Lakers d'ailleurs même. Bah, je crois que c'est, alors, 60 et quelques attends, je vais contre te les dire ça. Lakers. Je crois, en effet, hein, je crois que c'est, je crois que c'est 61 points. 61 points contre les Lakers. 60 points, Et il y a 60 points. d'autres performances à 50 Et points. en fait, la même semaine, il fait un match à 50 points et à 60 points la même Il est semaine, le mec. extraordinaire. son record, c'est 60 points contre les Lakers en 2006. C'est Et en ça, plus, faut le dire, magnifique. c'est pas un joueur qui pénètre beaucoup. Non. C'est du shoot. C'est du shoot. Ah, C'est du shoot. C'est du shoot. Alors, en effet, le système offensif des Je crois que Wizards j'ai jamais vu était dunker. conçu. Je ne l'ai jamais vu dunker. Il je était pense. conçu pour justement que Gilbert Arenas puisse shooter autant et il l'a bien fait. Malheureusement en playoff, il n'a pas eu ses victoires escomptées. Notamment la saison 2006-2007, il y a la fameuse La blessure et et 2005-2006 quand LeBron le charrie, hein, le pique mentalement et on voit la défaite par la suite. le Et début en de la effet, dynastie. Et ensuite il y a la blessure. Et ensuite il y a la blessure lors de la saison 2006-2007. Cette Il fameuse s'en relèvera blessure. jamais. Non, ça on ne jamais. Non. Alors c'est vrai, il est revenu à son. Alors Arbery a selon- eu sa blessure aussi, c'est signé au Knicks. ben, on fera le parallèle parce qu'on arrive aux fins de carrière. On fera le parallèle. Je ne peux qu'approuver. Concernant Gilbert Arenas, sa blessure, il revient trop tôt de sa blessure au cours de la saison 2007-2008 et il se reblesse encore. Donc il y a eu Moi, je la souffrais. Hein, c'était vraiment dans mon top 5 joueurs de l'époque. ça a été Je me levais pour très- regarder ce gars-là. Hein. Ça a été très difficile. Mais à juste titre, hein, je peux parfaitement te comprendre. Hein, En plus, franchement. c'était vraiment le joueur sorti de nulle part. C'était une belle histoire. Il sortait de nulle sinon, part, le deuxième travail. tour, Il deuxième jouait tour, pas comme quand les même. autres. Il jouait pas comme Deuxième les tour. autres. Donc les Warriors justement ont regretté. Et d'ailleurs, Gilbert Arenas, je dois repartir là-dessus. En fait, ça sortait du style des autres joueurs, tu vois. Parce que, en fait, juillet 2007, alors quand on parle des contrats pourris en NBA, Gilbert Arenas est malheureusement bien placé là-dessus. Ah ouais, ça c'est quand même assez incroyable, effectivement, que là, je vais poursuivre. C'est en 2008, Ouais. il signe un contrat de 6 ans C'est ça. pour 111 millions de D'où la dollars. référence avec John Wall tout à l'heure, ils font C'est toujours- incroyable. Washington, je ne comprends Je pas ne comment il comprends gère pas. cette franchise. Alors, Washington, à la limite, quand il donne le contrat à John Wall, il se blesse quelques semaines Oui, après. oui. C'est Ouais. là où Ah, mais c'est là le vraiment malheur. c'est une que malédiction. Arenas quoi. avait Arenas, déjà- déjà blessé. Il était fait déjà 2 blessé avant. saisons quasiment blanches, quoi. Enfin, une saison surtout. Bah, même, franchement, Une excuse-moi. saison et demie, ouais. Oui, voilà, c'est une Ouais, saison non, et demie. franchement, quasiment c'est blanche. c'est pour ça que je dis Enfin, la franchise des maudits, quoi. C'est Non, mais Ouais, surtout c'est sur compliqué. 6 c'est ans. compliqué, hein. Et qui change de nom Wizards parce que sinon il y a une diseuse de Bonaventure qui les tient en Ah, c'est esclavage. incroyable. Hein. C'est compliqué. Mais en tout cas, Arenas fait 3 saisons All-Star entre 2005 et 2007, bien entendu. Ce contrat à 111 millions de dollars sur 6 ans n'arrivera jamais à le justifier. On pourrait même faire le parallèle avec Monsieur Marbury qui en 2005 signe un contrat alors en 2003 le contrat est signé et c'est en 2005 qu'il entre en action. 76 millions de dollars. OK On et peut pas en passer un peu. et c'est au Knicks qu'il va Tiens. Oh, ma franchise Quoi préférée. Les Knicks qui donnent des contrats pourris. Non. Avec entraîneur. Et c'est déjà Thomas. Alors d'abord c'est Larry Brown. Ouais, Et c'est avec Larry Larry Brown. Brown, il s'embrouille avec Larry Brown. Larry Brown pète les plombs parce que ça lui, Non, mais attendez. ça lui rappelle à Iverson en fait aux Sixers. Écoutez la blague quand même. Marbury, coaché par Thomas. Asia Thomas. Non, mais c'est incroyable. n'importe quoi. C'est n'importe C'est- quoi. En fait, je crois que ils ont dû se battre, c'est pas possible. Bah en effet, il y a eu pas mal de Ils sont en effet, il y a eu des embrouilles de vestiaire Ça peut avec pas. concernant Non mais en plus les Knicks à cette époque-là, non franchement les Knicks, faudra qu'on fasse un jour un épisode sur Non, cette mais franchise à de juste losers. à quoi. juste ça a été très compliqué. Incroyable. En tout cas, Il est retourné à la maison. Il retourne à New York parce que c'est la maison aussi. encore une fois.
Non, parce que c'est pour rebondir sur les Knicks. De toute façon, depuis 30 ans, les Knicks, à chaque fois, tu les vois, c'est mauvais choix sur mauvais choix sur mauvais choix sur mauvais choix sur désillusion. C'est quand même la pire équipe de la division Atlantique. Vous ne le voyez pas, mais dans le 21e siècle. Jonathan a un maillot des Nets et il n'est vraiment pas fan des Knicks. Ah non, c'est objectif. Ce que je dis, c'est la pire équipe de la division Atlantique au 21e siècle. Donc, alors ce contrat de 76 millions de dollars, bien entendu, il n'arrivera jamais à le justifier en termes même de chiffres. Moi, j'ai Stéphane Marbury lors de la saison 2003-2004 où il gagne en effet New York. Il a 19 points, 9 passes décisives. Donc là, concrètement, c'est la dernière saison. Bonne saison. Ouais, même la saison 2004-2005, il est quand même à 21 points, 8 passes décisives. En fait, Marbury, en termes de chiffres, c'est quand même intéressant sur l'ensemble de sa carrière. Et c'est à partir de la saison 2005-2006 où il y a une vraie chute même physique. Moi, les matins, je me levais. La nuit, je me levais pour regarder New York puisque je trouvais cette équipe son maillot trop large. Et en effet, là, Marbury, ça commençait à chuter même physiquement, 16 points par match, 15 points par match, 13 points par match. En plus, c'est des stats un peu bidons. Ça baissait. C'est des stats, à la fin, ils perdent de 20 points, 30 points. C'était des Garbage stats. time, il te met quelques paniers. C'était bidon. Ça commençait à devenir très compliqué pour New York. Il va faire une dernière petite pige au Celtic, Oui, mais bon, il sort du banc. Il sort du banc. C'est un peu à l'image de Peyton au Heat, qui va chercher un peu la bague, il veut aller chercher sa bague mais c'est pas pareil. Avec les Celtics. C'est pas pareil parce que Peyton est quand même plus performant au Heat que l'était Marbury avec les Celtics qui avaient malheureusement au cours de cette saison perdu Kevin Garnett sur blessure lors de la saison 2008-2009. Messieurs, si vous pouvez faire un bilan entre ces deux gros joueurs, qu'est-ce que vous placez en termes de préférence? Ce qu'il faut dire aussi quand même pour Stéphane Marbury, peut-être à la différence de Gilbert Arenas, alors il faut dire quand même Gilbert Arenas, c'est aussi donc on retrouve des armes à feu dans le vestiaire, c'est une descente aux enfers totale et il est vraiment la bagarre. Bah ouais, enfin c'est terrible pour lui parce que je pense que la blessure l'a complètement tué psychologiquement. Même mentalement, tout à fait. Alors que Stéphane Marbury, sa fin de carrière, elle est belle. C'est une légende. C'est une légende du basket chinois. Là-bas, les baskets, les chaussures Stéphane Marbury se vendent par millions. Là-bas, c'est une icône. Il a carrément sa statue. Il a gagné 3 titres dans la China Basketball Association. Alors, certes, en NBA, c'est une vraie désillusion parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, ça aurait pu être un joueur all-time. Mais sa fin de carrière, c'est un peu, il arrive à remonter quand même. En tout cas, il marque toute une génération en Chine. C'est vraiment devenu encore une statue. Un emblème du basket et vraiment un véritable symbole du basket en Chine, quoi. Moi, pour rebondir, même pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que les deux ont fini en Chine. Mais je pense que Marbury a réussi sa carrière dans le sens, même je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin de reconnaissance. Tout à fait. Quelqu'un qui a besoin d'amour. Tout à fait. Et que je pense qu'il a eu ça en Chine. Il a réussi sa carrière en Chine. En fait, on va dire sa seconde carrière, sa seconde vie. Il l'a réussi. C'est quelqu'un d'aimé là-bas. C'est une star. Il a sa statue. Et au final, je pense qu'il pourra raconter ces histoires, pas sa vie. C'est quelqu'un qui vient d'un environnement qui n'est pas facile non plus. Et qui, au final, aura fait une carrière décevante, mais belle. Là où Arenas n'était pas prédestiné à cette carrière, au final, il aura réussi à surprendre les gens, mais pour finir dans l'anonymat, comme la carrière auquel il était prédestiné au départ. Et même pour rebondir sur ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi, c'est que Stéphane Marbury, aujourd'hui, on en garde un souvenir positif de lui. C'est ça. De ses années Nets, ce côté, effectivement, il a amené le côté street à la NBA, le fait qu'il ait changé un peu, qu'il ait essayé de casser des codes. Il y a un côté un peu mythique là-dedans, avec même sa basket, qui était sortie au début des années, fin des années 90, ses tatouages, etc. Il y a un côté un peu mythique autour de Stéphane Marbury et pour l'amateur de NBA, et surtout pour la population chinoise qui est là-bas une légende vivante. Donc pour le coup, Stéphane Marbury, il y a un côté où il réussit très bien sa fin de carrière, alors que Gilbert Arenas, c'est une catastrophe.